T'es dû aussi après un mois comme ça de partir, non? Oui, oui. Pour qui? Ma famille, tu veux Oui, ta dire? famille, je pense, non? Bah, ma mère, elle a pleuré. Hein. Moi, ça m'étonne pas, hein, parce que moi, j'ai vu dans l'autre sens, tu sais, nous, comme après, ça manque quand même de pas du tout l'avoir. Hein. Là, tu vois, dans les deux. Ok, hello. Je viens de dire au revoir à ma belle-mère qui vient de partir. Hop. Je vais juste régler Facebook. Ah, chérie, t'es là. Mon chéri qui est là. Bah, il y a ta maman qui vient de partir de la maison. Juste, j'arrive pas à lancer le live sur Facebook. Alors, c'est pas très grave. Je vais pas forcément faire des pieds et des mains, mais je vais quand même essayer juste de le lancer. Et puis, on va y aller, quoi. On va se lancer. Hop, je vais vous décaler comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? En fait, sur Facebook, à chaque fois, je galère de... Ah, je crois qu'elle s'était lancée, en fait. Démarrer. Ah oui, c'est bon. C'est juste que, en fait, je l'ai coupé. Bon, bah voilà, c'est bon. Pourquoi ça me fait ça? Trop bizarre. Trop bizarre, Facebook. Oh, ça me fait un truc vraiment trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou mon cœur, merci, c'est gentil. C'est gentil de passer, c'est la première fois que je te vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, Facebook? Trop bizarre quoi. Ah, je sais pourquoi. Ok, j'ai compris. J'incrimine Facebook. Je viens de finir un appel et, avec une de mes clientes. Et en fait, la caméra était branchée encore sur Zoom, je pense. Et donc, Facebook n'y est pour rien. Allez, je voudrais juste que ça se répare comme ça. Je prends pas la tête avec ça. Hello tout le monde. Et puis, je sais pas sur Insta si je peux couper la vidéo, en fait, avant de la poster. Mais... Bon, je vais pas me prendre la tête pendant 1000 ans, hein, parce que là, ça m'énerve un petit peu, que ça fonctionne pas. Et puis, à 17h30, il faut que j'aille chercher le petit loup. Donc, bon. On va faire ici. Et bah oui. Pourquoi il me dit ça? Vous savez quoi? Je vais laisser faire. Je vais pas toucher. Et puis... Ouais, d'accord. Bah lance-toi. Petit live Facebook. Alors, en attendant, ce que je vous propose de faire, j'ai posté un petit sondage tout à l'heure en story où je demandais ce que c'était votre objectif. Si vous connaissez l'hyperphagie, la boulimie ou simplement les compulsions ou l'alimentation troublée, c'est quoi votre objectif vis-à-vis de ça? Est-ce que votre objectif premier, c'est de mieux contrôler ce que vous mangez, de changer vos habitudes alimentaires, de plus faire de crise? Dites-moi ce que c'est votre objectif. Il y a quelques personnes que je connais, il y en a que je connais pas. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, les gens que j'ai jamais vus encore. Sinon, bah, je m'appelle Macha, hein, comme l'indique ma bio. Je galère avec Facebook, comme vous pouvez le voir. Mais je galère grave, quoi. C'est un truc de fou. Et voilà, ça m'énerve un peu. Parce que c'est vrai que je voudrais le lancer, j'y arrive pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Je vais créer le live ici, depuis mon groupe. Donc ensuite, je vais vous dire un peu ce que les gens ont répondu. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont répondu sur Insta à mon sondage. Allez, lance ton petit direct. Hello. Ne plus faire de crise, bonjour. D'accord, hello. Donc, ne plus faire de crise, c'est ton objectif. Qui d'autre a cet objectif, ne plus faire de crise?
Et puis, peut-être, dites-moi pourquoi. Alors, vous allez me dire, mais c'est évident, parce que faire des crises, c'est horrible, parce que faire des crises, c'est pas normal, c'est pas bien, ça fait du mal à mon corps. Et puis, peut-être que vous allez me sortir plein de messages de prévention gouvernementale, où vous allez me dire, oui, mais il y a un risque pour mes dents, il y a un risque pour de carence nutritionnelle, de carence alimentaire. Enfin, vous allez peut-être me donner plein de bonnes raisons pour me dire, oui, mais c'est évident que l'objectif est de ne plus faire de crise. Vous voyez, j'ai un côté un peu têtu et je dois dire que quand il y a un truc qui marche pas, j'ai du mal à lâcher prise et à me dire, bon, c'est pas grave. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Le vide. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, Alexandra? C'est très intéressant, le vide. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, je pense que c'est un terme qui parle à pas mal de monde. Ici, le vide. Hop. Je vais retenter une dernière fois, puis sinon je vais lâcher. Bonjour Samira. Créer un événement vidéo en direct. Bah non, je l'ai déjà créé l'événement. Laure. Si je branche ça. Ok. Ah, j'y arrive pas. C'est pas grave. On va... Bon. Tant pis pour Facebook, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave parce que là, du coup, je suis pas tout à fait avec vous. Ah! Qu'est-ce que je galère? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. La sensation de servir à rien. Mais quel rapport avec ton objectif de vouloir te libérer des crises? Est-ce que ça veut dire que quand tu fais des crises, tu as la sensation de servir à rien? Je vais ouvrir Instagram et vous donner les réponses. Voilà ce que m'a dit. La majorité des personnes qui m'ont répondu m'ont également en effet dit que leur objectif c'était de ne plus faire de crise. Et puis vous avez vu le sujet de ce live. L'idée c'est que pour moi, à mes yeux, ça donne un truc trop bizarre ce Facebook. Pour moi, c'est pas du tout une bonne idée et c'est pas du tout le bon objectif. J'ai tout à fait conscience quand je dis ça que c'est pas ce qu'on entend majoritairement. C'est pas le message médical de prévention traditionnel. Parce que traditionnellement, comment ça se passe? Traditionnellement, on se dit le problème c'est les crises, donc on va faire en sorte de faire moins de crises. Bonjour. On va faire en sorte de remplacer les crises par d'autres choses, on va apprendre à réguler ses émotions autrement, on va trouver, des fois il y a des professionnels qui vont dire qu'est-ce que tu pourrais faire à la place de la crise, puis ça va donner des espèces de conseils franchement à côté de la plaque, du genre va faire un tour, pense à autre chose, prends un bain chaud, appelle ta mère, ou ça va être si vraiment tu peux pas t'empêcher de faire une crise, t'as qu'à faire une crise avec des carottes et des petits pois et du coup ce sera moins grave. Alors qu'on est bien d'accord que c'est pas la question de avec quoi je fais mes crises. Alexandra, tu dis j'ai l'impression de remplir ce vide avec les crises. Ok, donc tu parles de vide, de néant, sensation de servir à rien. Ça c'est une phrase que j'entends super souvent, je sers à rien, je me sens inutile. J'ai l'impression de remplir ce vide avec les crises. Quand je lis ça, je me dis, comment est-ce que tu pourrais tenir avec ce ressenti-là, le vide, le néant, sans les crises? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Alexandra? Est-ce que tu vois que dans ce que tu décris, le problème, c'est pas de faire des crises. Le problème, c'est que, s'il y a un problème, mais la souffrance, c'est de ressentir le néant, le vide, d'avoir un besoin de se remplir. Et tu as trouvé comme solution les crises. Même si peut-être ton mental te dit, normalement, on fait pas ça, c'est pas normal. Et comme je le dis, dans les accompagnements traditionnels, on va chercher à éradiquer la crise. Donc, on va aider les gens à trouver des manières de ne pas faire de crise. Et moi, je suis complètement contre ça et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Macha, je suis la fondatrice de Boule de Vie. Et mon job dans la vie, c'est que j'accompagne les personnes... mais cette caméra, c'est n'importe quoi. Boulimiques et hyperphages à se libérer de l'obsession alimentaire. Hop. Trop bizarre Facebook. Vous voyez comme j'ai du mal à lâcher? Trop du mal à lâcher prise, quoi. C'est fou, hein? Mais
Ça, c'est une particularité que j'ai. Hop. Donc, je vais vous dire un tout petit peu ce qui est... Bonjour Ingrid, je vais vous dire un tout petit peu ce qui est revenu dans les réponses que j'ai reçues. J'ai reçu par exemple, oui, mon objectif est d'arrêter les crises, je peux plus supporter les crises, j'aimerais pouvoir réagir autrement à mes difficultés. Le problème, c'est que je mange mes émotions. Ok. Donc, j'ai eu essentiellement des réponses comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Hop. Donc, dans la majorité des cas, les gens viennent avec cet objectif, je voudrais me libérer des crises. Dans la plupart des cas, les personnes qui me découvrent ou découvrent des personnes qui font le même travail que moi, se disent, il faut que je bosse avec cette personne, il faut que je me fasse accompagner par cette personne, comme ça je ne ferai plus de crise. Et une des premières choses qu'on fait, ou que je rappelle, en tout cas j'essaye de le rappeler suffisamment, quand des personnes rejoignent mon accompagnement, c'est... Alors, hop, ça va être de dire, en fait, il va falloir que tu lâches cet objectif pour commencer. Et le paradoxe, c'est, pour pouvoir se libérer des crises in fine, il va falloir passer par un moment où je lâche cet objectif. Et on va voir un petit peu pourquoi, à mes yeux, selon moi, c'est pas un bon objectif. Hello Gabi. Et je vais vous proposer des objectifs de substitution en quelque sorte. Je vais vous proposer ce que moi j'invite les personnes qui souffrent de boulimie ou d'hyperphagie à embrasser comme objectif, comme intention. D'ailleurs, j'aime beaucoup plus parler d'intention que d'objectif. Parce que j'aime pas trop le côté très réglementaire, très cadré, très smart des objectifs. C'est quelque chose qui me glace. Donc, comme je vous disais, dans l'approche traditionnelle, je vais définitivement mettre une croix sur Facebook parce que vraiment, ça m'énerve. Donc, je retransmettrai ce live sur Facebook. Voilà. Hop. Donc, dans l'approche traditionnelle, comme je vous disais, la plupart des cas, alors tous les professionnels font pas ça, mais c'est encore beaucoup ce qu'on retrouve, c'est ok, votre problème c'est que vous faites des crises et donc je vais vous donner des moyens d'en faire moins souvent, de réguler les crises, que les crises aient moins d'impact sur votre corps, etc. Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est à quoi vous servent vos crises. Posez-vous cette question qui peut sembler un peu étonnante. Alors, elle ne semblera pas étonnante aux personnes qui bossent avec moi ou qui me suivent, mais peut-être pour certaines personnes. À quoi vous servent vos crises? Il y en a qui ont répondu. Alexandra, par exemple, quand tu dis « je ressens du néant, je ressens ce sentiment de servir à rien, le vide, et du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire des crises », eh ben, tu vois bien que la crise, elle te permet de traverser ce que tu appelles du vide, du néant. Toi, tu te dis avec ton mental, oui, mais je devrais pas faire de crise, je devrais pas. Sauf que face à ton ressenti qui est je me sens vide, je sens du néant et probablement plein d'autres sensations encore qui sont pas conscientisées, eh ben j'ai cette solution qui est la crise. Et il y a une chose que je dis tout le temps qui est hyper importante, c'est que le corps, il ne vous propose pas des crises pour vous emmerder. Le corps, quand il vous propose des crises, quand il vous fait faire des crises, c'est parce qu'il fonctionne très bien. Alors, je vais juste lire ce que dit Ingrid. J'ai fait des crises énormes 6 mois l'an passé. En mars, j'ai vu que j'en pouvais plus. J'ai pu déménager dans un endroit plus saisissant, même si pas encore top, mais j'ai plus la pression de la famille. Ingrid, est-ce que tu serais OK pour parler de ça là? Qu'est-ce que tu entends par la pression de la famille? Peut-être tu parles d'attente envers tes crises là. Pour le moment, je n'ai pas d'envie, donc d'envie de crise, j'entends, je verrai bien par la suite, mais avoir fait quelque chose pour moi joue certainement, oui, certainement. Ce qui est certain, c'est que l'environnement, j'en parlerai dans un autre live, à un autre moment, mais l'environnement, évidemment, il joue. Évidemment qu'il joue. Bref, donc ce que j'étais en train de dire, parce que là, je perds le fil, c'est... C'était quoi que je disais, là? Faut que je retrouve le fil. Ah oui, donc à quoi vous servent vos crises? Posez-vous la question là maintenant et notez-moi dans le chat à quoi vous servent vos crises. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, demandez-vous dans quelles circonstances est-ce que je fais des crises? Quand j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que la crise me permet de vivre?
qu'est-ce qu'elle m'apporte, quelle est sa fonction, quoi. Donc, je vous laisse répondre tranquillement. J'ai un mec, mais je ne me sens pas aimée. Je ne sais pas s'il m'aime. Il te dit que si tu n'arrêtes pas de faire des crises, il te quitte, c'est ça? Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu parlais de vide. Et j'ai pas la définition du vide. C'est-à-dire que chaque personne a son éprouvé de vide. Le vide, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on est dans les troubles alimentaires. C'est un mot vraiment qu'on entend beaucoup. Et ça peut vouloir dire un tas de choses. Mais souvent, derrière ce vide, il y a un vide d'amour. Il y a ce qu'on peut appeler une carence affective. Je me sens pas aimée. Je sens pas le lien. Je me sens pas nourrie. Je me sens pas aimée. Ou j'arrive pas à me sentir reliée aux gens. Et donc, j'arrive pas à me nourrir des relations. Et ça peut donner, par exemple, le sentiment d'être très très seul, même quand on est entouré. Parce qu'on sent pas le lien avec les gens. Ou on sent pas leur amour. On n'arrive pas à ressentir notre amour, mais il y a souvent quelque chose autour de ça, dans ce vide. Alors, Ingrid qui dit « J'étais revenue chez ma mère avec le confinement, comme à l'adolescence, avec les heures des repas, on regardait ce que je faisais, rendre des comptes, etc. » J'ai prévu, ça fait hyper longtemps, j'ai prévu de faire un truc sur le système familial et les troubles alimentaires, mais ça fait plusieurs mois que j'en parle, donc c'est vraiment prévu, mais je voudrais faire quelques petites recherches en fait avant. Donc Alexandra, tu parles d'être en vie, et je sais pas si c'est quand tu écris ça, tu veux dire que les crises te servent à te sentir en vie. Alors je te laisse juste m'expliquer de quoi tu parles. Ingrid, ce que j'entends de ton côté, c'est que quand tu t'es retrouvée du coup dans un moment donné dans ta famille pendant le confinement, tu as été sujette à beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, et que tu as eu le sentiment de devoir répondre à des attentes. Un peu comme toi, Alexandra, quand ton mec te dit « si t'arrêtes pas, je te quitte ». Comme si tu avais le pouvoir d'arrêter. Comme si c'était un problème de volonté, comme si tu décidais de continuer, quoi. Mais c'est vraiment un sujet important, c'est vraiment un sujet à part encore. Donc posez-vous cette question, que vous y répondiez maintenant ou pas, peu importe, pour vous, posez-vous la question, mais à quoi me servent mes crises? Et si les crises n'étaient pas le problème? Et si, en fait, c'était pas un dysfonctionnement? Ah oui, c'est ça que je vous disais. Le corps, il ne fait rien pour nous emmerder. Il propose des stratégies de survie et d'adaptation. Et c'est à ça que servent les crises. Donc, j'ai une image que je sors tout le temps, à toutes les sauces, mais parce qu'elle est très efficace. C'est pas grave, je vais la ressortir. Quand on se dit, je veux me libérer des crises, parce que c'est ça le problème, mais je vais pas aller regarder de quoi je souffre. Ce vide, ce néant, mes angoisses existentielles, ma difficulté à être, le fait de pas sentir l'amour, ça peut être plein de choses. Bah, c'est comme s'il y avait le feu chez moi, et que je me disais, s'il vous plaît, trouvez-moi une solution pour couper l'alarme incendie. Parce que j'en peux plus d'entendre cette alarme. Donc, cette image, je l'utilise tout le temps. C'est exactement pareil. Donc, pour moi, non seulement, c'est pas un bon objectif, mais en plus, c'est dangereux. C'est dangereux de vouloir se délester des crises quand on n'a pas trouvé un certain degré de sécurité intérieure, un certain apaisement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on entend forcément partout. Je sais qu'il y a des professionnels qui partagent cette vision des choses, et du coup, je suis très raccord avec ça. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vous aider à faire moins de crises ou à ne plus faire de crises. Et pour moi, ça, c'est insensé si on n'est pas d'abord allé voir en amont qu'est-ce qui a mal chez moi, qu'est-ce qui est blessé, pourquoi est-ce que je ne peux pas survivre sans la crise. Si vous faites des crises, ce n'est pas parce que vous êtes cassé, ce n'est pas parce que vous êtes dysfonctionnel, bien au contraire. Bien au contraire, c'est un moyen très très efficace que propose le corps de réguler ses émotions, de s'anesthésier, de trouver du réconfort. Il y a quelqu'un qui vient de parler d'hormones de plaisir, le déferlement des hormones du plaisir, dit Alexandra. Et oui, parce que on peut être dans un paradoxe vis-à-vis des crises, on peut éprouver un vrai plaisir en mangeant certains aliments, en se sentant rempli, en se sentant ancré, et puis éprouver une souffrance parce que derrière on se dit que c'est pas normal, etc., qu'on aurait dû l'éviter. Il y a souvent ce paradoxe dans la crise, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent du plaisir physique avec la crise, et c'est une de ses fonctions, en fait. Dans les trucs que j'ai notés là-dessus, il y a ça, le pouvoir anesthésiant. Il y a souvent des gens qui vont dire, moi, quand je fais une crise, ça me permet de couper mes pensées. Et souvent, quand on est en crise, en fait, on est dans une forme d'état un peu dissocié. Tout à l'heure, j'ai échangé avec une personne qui est sophrothérapeute,
Je souris parce que je savais pas ce que c'était sophrothérapeute, je connaissais les sophrologues, mais donc qui est sophrothérapeute, qui va intervenir d'ailleurs dans mes groupes en mars, à partir du mois de mars. Et donc on a échangé tout à l'heure, et puis elle me racontait que, je sais plus pourquoi je vous dis ça, elle me racontait un truc important. Ah oui, si. Elle aussi, elle constate que quand on est dans la crise, on est dans un état dissocié, et puis elle disait on est presque en état de transe hypnotique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et regardez, quand je suis dans la crise, comment je me sens. Il y a même des gens, des fois, qui font la crise et qui se souviennent pas de tout ce qui s'est passé. Comme si elles se réveillaient un peu d'un rêve ou d'un cauchemar ou d'un truc. Vous voyez, des fois, le temps passe et on n'a même pas conscience d'être là. Parce que c'est aussi une des fonctions de la crise, c'est que ça permet d'anesthésier. Il y a une autre image qui est assez efficace, c'est l'image du fusible. Quand j'ai accumulé trop de tension, et ben la crise, elle va permettre, comme un fusible qui pète, comme un fusible qui grille, elle va permettre de passer ce cap-là, de réguler, d'arrêter la montée de tension nerveuse parce que j'arrive pas à le réguler autrement. Vous voyez, donc encore une fonction, anesthésie, réconfort, plaisir, évidemment. Et se dire oui, mais c'est mauvais pour le corps, machin truc, ça change rien. Ça ne change rien. C'est pas des messages de prévention gouvernementale comme ça qui vont aider les gens à se sortir de la crise. Régulation émotionnelle, c'est un formidable outil de régulation émotionnelle. C'est un outil d'ancrage, ça permet de sentir son corps, ça permet de se remplir. Or, dans les troubles alimentaires, très souvent, il y a cette non-sensation du corps. On ne sent pas son corps, on ne sent pas ses contours, on se sent très mal dans son corps, on se sent mal dans son enveloppe corporelle, on peut se sentir vide, on peut se sentir un peu comme évanescent. Et donc la crise, elle a un pouvoir d'ancrage. On se nourrit, on s'ancre, vous voyez, et de remplissage, et ça va avec. Je vais lire un petit peu ce que vous m'avez écrit. Ingrid, oui, ils ont du mal à comprendre mes choix de vie. Donc là, tu parles de tes parents. Je sentais un gros décalage entre leur mode de vie à l'ancienne et mon envie de faire comme je veux, comme j'aime bien. Et ouais, c'est pour ça que, comme je le disais, je ferai vraiment une vidéo ou un live là-dessus, sur le système familial, parce que souvent aussi, en lien avec les troubles alimentaires, on peut avoir des tendances à la suradaptation. Être des personnes qui se suradaptent, qui ont besoin d'être validées par les proches ou par l'extérieur. Et ça peut être très difficile, ça peut être très frictionnel d'exister de manière paisible parmi les autres. Parce qu'on ne se sent pas autorisé à exister parmi les autres, on ne tolère pas de ne pas se faire valider, on ne tolère pas de ne pas être accepté. Et donc parfois, en effet, le retour à la famille, ça peut être un moment super difficile à passer. Et souvent, vous voyez, c'est hyper fréquent qu'il y ait des personnes qui vivent plus l'obsession. Et puis à un moment, elles retournent dans leur famille. Et puis j'ai plein d'exemples en tête qui me viennent. Elles retournent dans leur famille et les crises reviennent. Parce que ça peut être, autant ça peut être un endroit super sécurisant, autant ça peut être un endroit où toutes les insécurités reviennent. Il y a quelqu'un, je sais pas si c'est Ingrid, Alexandra ou quelqu'un d'autre qui disait c'était comme revenir à l'adolescence. Et c'est ça qui est assez étonnant et en même temps c'est logique. C'est que même en étant adulte, en ayant son boulot, en étant en couple, en ayant une vie d'adulte, en apparence, on peut, quand on se retrouve au contact de sa famille, se remettre dans une posture de petite fille en fait, se remettre dans une posture d'enfant, se sentir dépendante, se sentir complètement perdre tous ses repères en fait et se sentir très souvent on devient très sensible à ce que l'environnement nous renvoie. Vous voyez, il y a des personnes qui me disent moi je suis hyper irritée quand je suis dans ma famille, j'envoie bouler tout le monde, je voudrais que tu m'aides à ne plus envoyer bouler tout le monde. Non, pourquoi est-ce que tu te sens irritée comme ça? Qu'est-ce qui est en friction en toi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Vous voyez? Ingrid, les crises, je leur ai ouvert grand la porte. Et en Belgique, ça a été en avant le chocolat. Ah bah ouais, alors là, le chocolat belge, ça c'est clair. Donc moi, je suis de Haute-Savoie et nous, on a la Suisse à côté. Et donc, entre les deux, je ne sais pas qui gagne, mon cœur balance, mais le chocolat... Ah, salut Camille. Alors, mais ça casse le corps, j'ai plein de problèmes de santé. Et oui, le plaisir passager est un pouvoir anesthésiant. Oui, donc quand je vous partage tout ça, parce que ça aussi c'est très important, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une expérience optimale pour le corps et que si vous faites des crises tous les jours de votre vie
pendant 30 ans, vous allez être en super santé. Je l'entends, ça. Mais c'est pas le sujet. C'est vraiment comme... Je sais pas s'il y a des fumeurs ici. Moi, je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé comme un pompier pendant 10 ans. Et quand je voyais les photos dégueulasses sur les paquets de clopes, ou quand j'entendais les gens me dire « Ah, mais fais gaffe, ah, mais tu vas avoir ci, tu vas avoir des rides, tu vas avoir un problème au poumon », je faisais quoi? Je m'allumais une clope parce que ça me stressait trop. Ça n'a jamais aidé personne. Donc je suis d'accord que c'est pas une manière optimale pour le corps de réguler les choses, mais c'est une manière efficace. Et que les crises, elles ont leur raison d'être et que c'est pas un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement ou la chose à aller voir, c'est qu'est-ce qui souffre tellement fort en moi? Qu'est-ce qui n'arrive pas à vivre? Qu'est-ce qui n'est pas incarné? Il y a quelqu'un qui a parlé d'incarnation, c'est ça. Il y a quelque chose au singulier, au pluriel, en moi, qui souffre tellement que je peux pas vivre sans crise. Et c'est bien ça qu'il faut que j'aille voir. C'est pas me focaliser sur mon alimentation et puis essayer de faire moins de crises ou de faire des crises avec moins de trucs gras, moins de trucs sucrés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Posez-vous la question aussi de ça. À quel moment vous faites les crises? À quel moment est-ce que vous faites vos crises? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions, salut Estelle, dans quelles circonstances est-ce que vos crises surviennent? Par exemple, statistiquement, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui commencent les crises. Pareil, je parle de crise, mais j'ai pas défini ce que je mets derrière. J'englobe aussi les personnes qui mangent continuellement toute la journée. C'est pas des crises au sens je rentre et en 1 heure j'explose le contenu de mon placard, mais c'est comme une espèce de crise diffuse sur la journée. Enfin, en tout cas, c'est, on va dire, un comportement, une alimentation troublée ou qui fait souffrir. Posez-vous la question de quand est-ce que je fais mes crises, dans quelles circonstances. Et donc, statistiquement, dans la plupart des cas, même si je vous dis c'est pas toujours comme ça, j'ai l'impression que les gens font leur crise essentiellement le soir. Les personnes, quand elles se retrouvent toutes seules, soit parce qu'elles rentrent chez elles après une journée de boulot ou autre chose, soit parce les enfants sont couchés, ou le mari est couché, elles se retrouvent toutes seules. Encore une fois, c'est pas unanime. Il y a aussi des gens qui font des crises au boulot, il y a des gens qui font des crises dès le matin, il y a des gens qui font des crises toute la journée. Vous voyez, mais posez-vous cette question, moi, quand est-ce que viennent mes crises la plupart du temps? Demandez-vous ça. Moi, je me souviens qu'il y a eu des époques de ma vie où je me levais et je faisais des crises, je me levais et je buvais de l'alcool immédiatement, tellement ça m'était insupportable de vivre, tellement je me sentais désalignée, ça c'était pendant mes années de master, c'était très très pénible, et donc je pouvais pas survivre à ma journée sans boire et sans faire de crise. Mais sinon, dans d'autres moments, c'était essentiellement le soir. C'est-à-dire que toute la journée, je tenais bon, je me conditionnais, je me disais là, tu vas pas craquer. Je pense que ça vous est familier. Et puis quand je rentrais chez moi, c'était trop dur. Je finissais par craquer. Et c'est pas parce que je m'étais affamée. Parce qu'aujourd'hui, je peux manger très peu pendant ma journée. Je peux manger très peu et me dépenser et avoir très faim. Et pour autant, ça va pas susciter une crise. Et c'est aussi un endroit sur lequel je me désolidarise de la posture selon laquelle on fait des crises parce qu'on s'est mis en famine. Non, c'est pas juste un truc physiologique. Ça peut, comme je le dis aussi, c'est évident que si j'ai très faim, il y a des chances que je mange plus vite, etc., que j'ai besoin de manger vite, mais il y a aussi une composante vraiment de souffrance mentale et de souffrance émotionnelle. C'est pas juste je suis en famine et donc je compense. Et là, je vois aussi beaucoup d'approches comme ça, de bah oui, mais comme tu t'es restreint, bah forcément. Non, pour moi, ça suffit pas. Enfin, en tout cas, pas seulement au sens physiologique. C'est bien la restriction émotionnelle, toutes les pensées qu'on va entretenir et l'état de tension en fait dans lequel on se met. Alors je vais faire un tout petit peu défiler. Moi j'ai pas le choix, c'est le midi et le soir. Attendez, j'écris dans le chat. C'est le midi et le soir et j'attends toute la journée de manger. Ça veut dire que, Alexandra, pour toi les crises c'est le midi et le soir et toute la journée tu penses à la bouffe. Ok, à partir de l'heure du goûter jusqu'au coucher, parfois dans la matinée, le week-end. Oui, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder, je pense que vous connaissez peut-être, mais un petit documentaire de 10 ou 15 minutes de Caroline Arouet, A2ROUET. Caroline qui a créé un documentaire pour Arte, dans lequel elle raconte une journée
de boulimique. Et c'est incroyablement bien fait, c'est incroyablement puissant. Et dedans, elle raconte vraiment cette montée en tension. Et elle parle d'un jour de week-end. Ça doit s'appeler Mangez-moi, je crois. J'avais écrit un petit article là-dessus, je crois. Article ou vidéo, j'en sais rien, sur Boule de Vie. Mais allez regarder ce documentaire, il est sur YouTube. Mangez-moi, de Caroline Harouet. Et c'est... Je pense que ça va vous prendre en plein cœur. C'est vraiment très 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 bien expliqué, c'est vraiment très poignant. Il y a une narration qui est hyper intéressante. Bref, je pensais à ça là. Ok, donc à quel moment vous faites vos crises? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que regardez quels sont vos besoins non nourris à ce moment-là. Et je ne vous parle pas de besoins physiologiques. Je ne suis pas en train de vous dire t'as pas assez mangé. C'est pas une question de physiologique. Parce que quand on n'est plus dans l'obsession, on peut manger peu, on peut manger beaucoup. La nourriture n'est plus un sujet en fait. Moi, il y a des jours où je mange énormément, j'ai hyper faim, j'ai envie de manger plein de trucs, je cuisine des trucs, je trouve ça trop bon. Puis il y a des jours où j'ai pas faim et je me lève, je me dis ah tiens c'est déjà 13h, j'ai rien mangé parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est pas un sujet. Je ne me dis pas je ne vais pas manger. Et je me fais pas une crise quoi. Parce que c'est pas la question, c'est pas une histoire de famine physiologique. En tout cas, ça suffit pas. Donc, quels sont mes besoins fondamentaux, émotionnels, non nourris? Et ça peut être plein de choses. Je vous donne des exemples, vous en avez donné certains. C'est, je me sens seule. Je me sens seule, je me sens pas aimée. Ça peut être, je suis en couple, j'ai une famille, j'ai des parents, mais je me sens seule, je me sens en décalage, je me sens pas compris, je me sens pas comprise. J'ai pas l'impression de parler la même langue que les autres. Ça peut être je me sens pas confortable dans ma vie, ma vie a pas de sens. Alors ça, très important. Le besoin de sens, la quête de sens, hyper important ça. Moi j'ai un postulat de base que vous voyez dans ma bio là, c'est que je suppose que les personnes qui connaissent les troubles alimentaires sont des personnes qui ont une condition, une personnalité atypique. On va dire au moins un vernis hautement sensible. Et quand on a ce vernis hautement sensible, on ne peut pas faire les choses en pilote automatique. C'est-à-dire que ça peut tenir quelques semaines, quelques mois, on peut tenir sur la volonté. Et il y a un moment, on peut plus. On peut plus et rien n'y fait. Je dis souvent, l'inconscient des personnes neuroatypiques, pour moi, c'est une vraie tête de mule. C'est-à-dire que quand on voit pas le pourquoi, on voit pas le sens, c'est même pas la peine, c'est mort. Et on peut se faire peur, se faire menacer, se dire oui, mais si tu travailles pas tes cours, tu vas rater ton examen. Si tu vas pas à ce rendez-vous, tu vas perdre ton job. Si tu vas pas bosser, tu vas te faire virer. Si tu auras ça, ça marche pas. C'est-à-dire que cette espèce de stratégie par la peur, ça marche pas. On a besoin de sens. Et donc parfois, quand on est dans un manque chronique de sens, eh ben on a besoin des crises. Donc ça peut être plein de choses. Allez regarder quels sont mes besoins non nourris. Donc je repose les questions que je vous invite vraiment à vous poser. C'est à quoi servent mes crises? Qu'est-ce qu'elles me permettent de vivre? Avec les choses qui reviennent le plus souvent. Anesthésie, ancrage, incarnation, réconfort, plaisir, régulation, dissociation. Ça me permet d'arrêter de penser. Ça peut être n'importe quoi. Demandez-vous pour moi, pour toutes les personnes ici qui sont sujettes aux crises ou à l'alimentation troublée, dites-vous pour moi, ça me permet de vivre quoi? Essayez de ne pas juger ça quoi. Essayez de ne pas vous juger dans ce moment où vous êtes en crise ou en dérapage alimentaire et juste de vous dire de manière très neutre, qu'est-ce que ça me permet d'expérimenter? Ok. À quel moment est-ce que je l'ai fait, ces crises-là? Et s'il vous plaît, ne vous dites pas juste parce que j'ai pas assez mangé. C'est faux, c'est archi faux, ça suffit pas. Parce que sinon, il suffirait de sauter le petit-déj pour partir en crise. C'est pas juste physiologique. Ingrid qui dit, je me pose la question si je suis hypersensible ou autre chose, je me pose des questions existentielles depuis que je suis petite. Tu dis, j'ai jamais fait de test. Alors, là aussi, il y a des personnes qui sont très puristes, qui disent, on ne peut pas se déclarer hautement sensible ou hypersensible si on n'a pas fait un test. Moi, je suis pas tout à fait, voire pas du tout d'accord avec ça, parce que déjà, le caractère scientifique et exact des tests est très discutable, encore aujourd'hui, parce que ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à la haute sensibilité. Et puis surtout parce que un test, ça se passe dans certaines conditions, et que selon l'état dans lequel on est,
ça peut ne pas être concluant alors qu'on se reconnaît dans les caractéristiques. Donc, je suis pas en train de vous pousser à l'autodiagnostic. Mais Ingrid, tu vois, si tu te reconnais là-dedans, si tu te poses la question, eh ben, rien t'empêche d'aller regarder des ressources sur la haute sensibilité, sur la neuroatypie, et de voir si ça te parle. Si tu as vraiment besoin de te rassurer là-dedans, qu'on te pose un diagnostic, bah peut-être qu'un jour tu feras un test, mais tu as le droit de te dire j'ai des traits hautement sensibles, j'ai un vernis hautement sensible, même s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui t'a dit oui tu l'es. Tu comprends? Quand tu dis il y a matière, ça veut dire quoi? De quoi tu parles? Parce que je sais pas si tu fais allusion à un truc que tu as écrit plus haut. Voilà, moi je pense que je surveille juste l'heure parce que je dois aller chercher mon petit bibou après chez sa nounou. Que je voudrais pas rater ça, puis il me manque. Ouais, c'est bon, j'ai encore 5-10 minutes. Donc, je vais résumer un peu tout ce que j'ai dit et puis je vous invite à me poser vos questions ou à me faire vos remarques ou à me faire vos retours. Et je précise que vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, que vous pouvez tout à fait me dire ça me parle pas, ça résonne pas, je suis pas d'accord, ça me révolte. C'est ok. On peut tout à fait échanger là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça vous fait corporellement? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir quand vous entendez ce que je dis là? Quand je vous dis, mais vous vous gourrez quand vous pensez que vous devez d'abord vous débarrasser des crises. Vous vous gourrez si vous croyez que quand vous ferez plus de crise, tout sera facile. Et là aussi, je préparerai des ressources là-dessus. Faut pas croire que se délester des crises ou lâcher les crises ou se libérer des crises, c'est un moment qui est facile. Surtout si on n'a pas acquis cette solidité intérieure, si on n'a pas apaisé certaines angoisses, alors en fait, on se retrouve sans béquille, sans rien. Ouais. Catalogue bizarre, introverti, pleurer, parfois même au boulot, fibre artiste, intérêt multiple. Oui, j'avais compris. Multipotentiel. Bah oui. Ça fait pas mal penser quand même à presque, peut-être même du haut potentiel. Mais là aussi, les puristes vont dire « Oh là là, mais qui es-tu pour te permettre de dire ça ?» On s'en fout. Si ça te parle, va regarder des ressources et prends ce que tu as à apprendre. Point. Et si un jour tu as envie qu'on te mette le label, eh ben, tu iras te payer un test. Voilà. Moi, ça m'a rien changé d'avoir ce label, ça n'a rien changé à ma vie. Parce que déjà, bien avant ça, je le sentais qu'il y avait quelque chose d'atypique. Et par atypique, c'est pareil, je le dis sans hiérarchie, sans jugement, c'est juste ceci est une pomme et ceci est une banane. Ou plus exactement, ceci est une pomme golden, ceci est une pomme Royal Gala. Et dans ce continuum des pommes, on a des fonctionnements différents. C'est pas l'un est blanc et l'autre est noir. Ça t'a beaucoup aidé d'identifier ta haute sensibilité, Ingrid, j'entends. Ça aide, bien sûr, ça aide, ça libère. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on se sort de « t'as pas trop envie du label ?» Alors ça aussi, j'en ferai un contenu. Ça me fait penser aussi à un échange que j'ai eu il y a pas longtemps avec une personne aussi qui travaille là-dessus, sur les troubles alimentaires, et on a parlé de ça, des étiquettes. C'est « je m'apporte de la sécurité intérieure, je m'apporte du réconfort ». Il y a plein de manières de le faire. Je ferai des contenus là-dessus. Posez-moi vos questions et puis je ferai des contenus là-dessus. Et Ingrid, sur ce que tu viens de dire, je vais ajouter quelque chose. On apprend à se connaître vraiment. On apprend à se respecter vraiment. On arrête de partir du principe qu'on déconne. Et ça, c'est peut-être le truc le plus dur. Parce qu'il y a un certain confort à se dire, ou un certain confort intellectuel à se dire, de toute façon, je déconne. De toute façon, je suis pas censée faire de crise. Et donc, je dois résoudre ça. Et puis, si ça marche pas, je vais faire encore plus d'efforts. Non. Et parfois, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de se dire, mais en fait, je suis déjà OK. Il n'y a rien qui dysfonctionne. Et si j'ai des dysfonctionnements, c'est parce que je me maltraite en fait. Mon père avait un QI élevé et ça ne lui a pas porté bonheur. Oui, sauf que si tu as un QI élevé, Ingrid, tu es haut potentiel, tu l'as déjà. Diagnostic ou pas, label ou pas. Et donc, je t'invite pas à faire le diagnostic, hein, du tout. Tu fais vraiment comme tu le sens. Moi, je crois que c'est ni utile ni inutile, ça dépend. Mais le problème n'est pas son QI élevé. C'est pas d'avoir un QI élevé qui lui a pas porté bonheur. C'est que il a vécu dans un environnement et dans une époque où on voyait
la réussite sociale d'une certaine manière. Et puis toute une époque, elle est peut-être pas si loin que ça, cette époque, parce que aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes avec qui je travaille, ou quand je vois même mon propre parcours, moi j'ai beaucoup cru aussi à ça, que la réussite sociale c'était ça et ça, la réussite de vie, et donc je me suis beaucoup brimée, je me suis beaucoup empêchée de faire des choses. Donc le problème n'est pas d'avoir un QI élevé, n'est pas d'être hautement sensible ou pas, c'est d'accepter que je fonctionne comme je fonctionne, même si la voisine ne fonctionne pas pareil, même si les gens autour de moi ne comprennent pas. Ben, je fonctionne comme ça. Et ça, c'est souvent le plus dur, c'est cette acceptation. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas grave, je ferai d'autres ressources. Donc, vous avez encore 2-3 minutes pour me poser vos questions, si vous en avez. Et je récapitule. Je récapitule ma vision des choses. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire voici la vérité et c'est ça que vous devez faire et tout le reste c'est pourri. C'est voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que ce que je vous dis, ça va très mal sonner et c'est tout à fait ok. Et peut-être que ça va bien sonner et dans ce cas, prenez ce que vous avez à prendre. C'est tout. Moi, pour l'avoir vécu et pour voir les autres le vivre, parce que je le vois chez les personnes que j'accompagne, je l'ai vu aussi parmi les patientes avec qui j'étais quand j'étais patiente aussi, de thérapie dédiée aux troubles alimentaires, c'est que c'est une très mauvaise idée de se dire « je dois stopper les crises ». C'est non seulement pas possible, et ça je referai une ressource là-dessus, parce que c'est pas vous qui décidez en fait, c'est quelque chose qui se passe pour vous aider à rester en vie. Et donc, vous croyez que c'est vous qui vous infligez la crise, mais c'est pas ça. C'est pas vous qui décidez. Vous avez peut-être cette illusion que vous pourriez ne pas la faire, mais c'est pas vous qui décidez, c'est plus fort que vous. Et d'ailleurs, souvent, vous voyez, on peut comparer ces moments de dissociation de la crise à des moments de toxicomanie. Donc, il y a un côté, c'est plus fort que moi. C'est pas une bonne idée de vouloir abandonner ce mécanisme de protection, de survie, d'anesthésie, de réconfort, de tout ce que vous voulez, tant qu'on est hyper angoissé, tant qu'on se connaît pas, tant qu'on se respecte pas, tant qu'on n'a pas un certain niveau de sécurité intérieure. Pour la plupart des gens, acquérir ces choses-là, un certain degré de sécurité intérieure, de connaissance de soi, de respect de soi, ça suffit à ce que l'obsession alimentaire les lâche. Il y a des personnes pour qui ça suffit pas et qui ressentent le besoin d'aller travailler sur vraiment leur comportement alimentaire, leur alimentation, etc. Elles ont besoin de ça. Et les deux sont ok. Mais le travail sur l'alimentation ne va être efficace que si, déjà, j'ai un certain niveau de sécurité intérieure. Sinon, c'est comme si vous mettiez un petit pansement sur une hémorragie. Vous allez essayer de suivre plein de petites techniques un peu foireuses pour essayer de vous libérer de votre béquille alors que vous avez la jambe dans le plâtre. Donc, pas de sens. Si vous avez de l'énergie à déployer, déployez-la pour accepter que si les crises sont là, c'est que vous en avez besoin. Et que ça n'a rien à voir avec votre valeur, ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Il y a un tas de gens très intelligents, très brillants, qui font des crises parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Ça, c'est une question que je pourrais aussi vous poser. C'est regarder toutes les preuves que vous avez que vous êtes des personnes volontaires et que vous avez de la volonté. Vous avez probablement beaucoup plus de volonté et de détermination que la plupart des gens. Donc c'est pas une question de volonté. C'est pas une question de manquer de volonté. C'est pas une question de pas faire assez d'efforts. C'est le fait de croire que vous devez faire des efforts qui vous maintient là-dedans. Si ça vous parle, allez regarder des ressources sur la neuroatypie, la haute sensibilité, apprendre à se connaître, observez-vous. Là, je fais un live un peu général, mais peut-être que j'en ferai plus précis avec des outils plus précis. Voilà, bon. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire plus tard, c'est ok. Moi, je vais vous laisser dans 1 minute. Une dernière chose avant de couper. Donc, peut-être certaines ou certains d'entre vous avez vu passer en story, j'ai refondu mon accompagnement. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, il n'y en a plus 2. Il y a un accompagnement. Tout est sur ma bio. Vous pouvez désormais le rejoindre quand vous voulez parce que j'ai changé le contenu. C'est-à-dire qu'il y a moins d'individuels, plus de groupes. Donc, il n'y a plus les listes d'attente à 2 mois ou 3 mois. Enfin, sauf pour les gens qui sont dans l'ancien fonctionnement.
Si vous avez des questions, écrivez-moi, c'est ok. Même si c'est pour me dire je suis pas du tout d'accord, je serais ravie de le lire, je serais ravie de l'entendre, je serais ravie de vous donner des précisions. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres lives. Avec plaisir, Alexandra. Tout ça, là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on voit quand les gens commencent l'accompagnement, c'est des choses qu'on voit tout de suite. C'est-à-dire que on en parle de ça, c'est pas de votre faute. Déculpabilisez-vous, c'est pas une question de volonté et lâchez cet objectif d'arrêter les crises. Vous verrez que en fait les crises, elles vont s'estomper, elles vont vous lâcher. Peut-être pas au rythme que vous voudriez, parce que peut-être que vous voudriez arrêter tout de suite maintenant. Ça prendra peut-être plus de temps que ce que vous voudriez, mais ça arrive. Mais pas en se focalisant là-dessus. Focalisez-vous sur vous, ma sécurité intérieure. Qu'est-ce qui souffre en moi? Et je vous donnerai à l'avenir des outils pour aller voir ça plus précisément. Bonne soirée, avec plaisir. Merci aux personnes qui sont intervenues, qui sont passées. Avec plaisir Ingrid, avec plaisir Alexandra. Très bonne soirée. Et moi, je vais chercher mon petit merci. Et là, avec plaisir, je vais chercher mon petit chéri d'amour qui est chez sa nounou. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Hop.